Euh, j'ai préparé cette présentation à Douma avec Luis Daniel González Aguiluz. Lui, c'est le président du comité directeur du territoire de développement territorial de Paquera, Cóbano, Lepanto et Chira, qui, tout court, c'est connu comme le territoire péninsulaire. Dans un premier tome, je veux vous parler de la façon comment la mise en place d'une politique de développement rural territorial durable au Costa Rica a été rendue possible par l'entrée en vigueur le 29 novembre 2012 de la loi 9036 du 11 mai 2012, laquelle établit un cadre juridique, institutionnel et de gouvernance adapté à cette politique. Dans un deuxième temps, je vais vous donner un exemple de mise en place de cette politique plus concret, que ça sera l'exemple du territoire péninsulaire. Les changements apportés par la loi du 11 mai 2012 reposent sur deux piliers. Un changement de paradigme, où on passe du développement agraire au développement rural territorial durable, et une nouvelle forme de gouvernance de l'espace rural. Ce changement de paradigme s'est reflété dans l'intitulé même de la loi du 11 mai 2012, appelée « Transformation de l'Institut pour le développement agraire, IDA, en l'Institut pour le développement rural, ANDER ». L'IDA et son prédécesseur, l'Institut des terres et de la colonisation, ITCO, étaient les organismes chargés de la réforme agraire au Costa Rica. Leur domaine d'intervention était essentiellement limité au terrain qu'ils affectaient à l'un de leurs programmes de distribution ou redistribution des terres. Leurs objectifs principaux étaient donc d'attribuer des terres à des paysans sans terre et de veiller et aider à la mise en production agraire de ces terres. La transformation de l'IDA en ANDER répond ainsi à l'objectif poursuivi par cette loi, qui est celui d'un développement rural territorial durable. Cette loi définit le développement territorial ou le développement rural territorial comme un processus de changement intégral en matière économique, sociale, culturelle et institutionnelle, impulsé dans un territoire rural, avec la participation concertée et organisée de tous les acteurs sociaux existants dans le territoire. Processus qui est orienté vers la recherche de la compétitivité, l'équité, le bien-être, la cohésion et l'identité sociale des habitants du territoire. Tel qu'il ressort de cette définition, la loi du 11 mai 2012 introduit une approche territoriale, élargissant ainsi le domaine d'intervention de l'ANDER au territoire rural. Les territoires ruraux sont déterminés par l'ANDER sur la base des caractéristiques communes du point de vue de l'écologie, des activités économiques, culturelles, institutionnelles, politiques et des modalités de génération de revenus pour ses habitants. Les 11 premiers territoires ruraux ont été officialisés par l'ANDER en janvier 2013. Aujourd'hui, il en existe 14 sur un total de 25 qui sont projetés. Bien que la définition de développement rural territorial ne fasse pas mention de la condition de durabilité de ce développement, l'objectif d'un développement rural qui soit durable a été établi dès l'article 1er de la loi. Aussi, l'article 4 établit le principe de durabilité selon lequel le développement rural a comme condition d'assurer que les activités économiques soient durables du point de vue économique, social, environnemental et institutionnel, au bénéfice de la population rurale. Pour sa part, la définition de durabilité établie à l'article 3 met l'accent sur la durabilité environnementale des processus économiques, sociaux et institutionnels, lesquels doivent se faire en harmonie avec l'environnement, de façon à garantir la satisfaction des nécessités des générations actuelles, ainsi que la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres nécessités.
L'un des postulats essentiels sur lesquels repose le changement de paradigme du développement agraire au développement rural, territorial durable, est l'approche multifonctionnelle du milieu rural. Au terme de la loi du 11 mai 2012, cette multifonctionnalité est composée d'activités agraires, d'activités non agraires et de ce qu'elle appelle des fonctions essentielles pour toute la société, notamment la préservation des ressources naturelles, la fourniture de services écosystémiques, l'amélioration des espaces et des paysages ruraux et le développement de diverses modalités de gestion agro-environnementale. Précisément basé sur cette multifonctionnalité et sur les potentialités productives du milieu rural, l'un des objectifs du développement rural établi dans cette loi est l'impulsion de la diversification productive du milieu rural. L'une des plus importantes innovations de la loi du 11 mai 2012 est l'établissement d'une nouvelle forme de gouvernance de l'espace rural. L'expression de cette nouvelle forme de gouvernance se trouve dans la définition même de développement rural territorial que nous avons citée lorsqu'elle définit ce développement donc comme un processus de changement intégral en matière économique, sociale, culturelle et institutionnelle impulsé dans un territoire rural avec la participation concertée et organisée de tous les acteurs sociaux existants dans le territoire. Cette loi établit donc une forme de gestion du territoire rural participative et de nature multisectorielle. L'article 8 crée les conseils territoriaux de développement durable ainsi que les conseils régionaux de développement durable, lesquels sont chargés de l'élaboration et l'approbation des plans de développement rural territorial et des plans de développement rural régional. Les conseils territoriaux sont décrits par la loi comme des instances de convergence et comme l'unité basique de la coordination du développement rural territorial. Pour sa part, les conseils régionaux sont également des instances de convergence et de coordination, mais au niveau régional. Dans les deux cas, il s'agit d'espaces de convergence et de coordination pour ce que la loi appelle les acteurs sociaux, un concept qui inclut la société civile, les collectivités territoriales locales, ainsi que les autres institutions publiques présentes d'une façon durable ou stable sur le territoire. L'ANDER est chargé de la mise en place de ces conseils, de rendre possible leur bon fonctionnement, ainsi que de coordonner tous les processus nécessaires à l'exécution des plans de développement rural. Il doit veiller également à l'exécution des engagements pris par les autres administrations et institutions publiques dans les plans de développement rural, y compris les prévisions budgétaires nécessaires. Quant aux autres administrations et institutions publiques, la création des conseils implique également un changement dans la façon traditionnelle d'opérer. Leur participation dans ces conseils étant obligatoire, elles sont tenues de communiquer et de coordonner entre elles et avec les autres acteurs sociaux. Aussi, elles sont en quelque sorte mises dans un pied d'égalité avec les acteurs non publics. Par exemple, les institutions de l'État sont tenues par la loi de respecter les décisions prises de façon organisée par les acteurs sociaux territoriaux. Aussi, par voie réglementaire, il a été établi que l'Assemblée générale des conseils territoriaux doit élire un comité directeur composé dans les proportions suivantes. 60% des membres doivent provenir de la société civile et 40% des membres doivent être des représentants des administrations et institutions publiques. Le territoire rural de Paquera, Cóbano, Lepanto et Chira, donc le territoire péninsulaire, a été officialisé par l'ANDER en janvier 2013. Il comprend la partie sud de la péninsule de Nicoya, plus quelques îles du golfe de Nicoya. Ça, c'est une autre vue du territoire. Les principales activités économiques sont la production de miel d'abeille, le tourisme de plage et le tourisme écologique,
la pêche artisanale, l'élevage de bétail, des plantations de mangue et de goyaves, des plantations forestières, ainsi que des exploitations de forêts naturelles à travers des plans de gestion. Il y a aussi l'agriculture et la pêche de subsistance, il y a du chômage, il y a du travail informel et il y a des salaires agricoles très bas. Donc il y a aussi la pauvreté. Le Conseil territorial de développement rural du territoire péninsulaire a commencé à fonctionner il y a tout juste 5 mois, le 29 octobre 2014, avec 108 représentants de différents acteurs sociaux présents sur le territoire. Le même jour, l'Assemblée générale a élu le comité directeur composé de 20 membres, en font partie les 3 maires présents sur le territoire. Le comité directeur travaille actuellement dans l'élaboration du plan quinquennal de développement rural territorial afin qu'il soit approuvé par l'Assemblée générale du territoire. 12 initiatives stratégiques à inclure dans le plan ont été accordées par le comité directeur. Il y a juste à peine 12 semaines de ça. Et parmi ces 12 initiatives stratégiques, je voulais remarquer vite fait 6 d'entre elles. Le premier, c'est l'instauration d'un système d'information géographique afin d'aider à une meilleure prise de décision aussi bien de la part des acteurs publics que des acteurs privés. Un inventaire de la biodiversité afin de pouvoir mesurer l'impact aussi bien des activités productives que du changement climatique sur la biodiversité. Un plan d'adaptation au changement climatique, très important pour les activités productives, mais aussi pour les populations locales qui habitent la zone côtière et les îles aussi. Un plan d'impulsion à la production durable qui est très lié à l'initiative suivante, qui est le réseau local alimentaire durable. Ce réseau local alimentaire durable, derrière, il a un objectif d'autosuffisance alimentaire, ce qui implique la diversification de la production et donc l'élimination progressive des monocultures existantes pour se retourner petit à petit vers l'agroécologie et la production bio. Il est intéressant aussi que dans un premier temps, il voudrait impulser ce réseau local alimentaire durable ils vont passer des conventions avec les institutions présentes sur le territoire et donc ils veulent mettre dans ces conventions des engagements de la part des institutions pour qu'elles s'engagent à acheter local pour leurs bureaux et pour tout ce qu'ils font. Finalement, il y a le plan de transport public, c'est intéressant parce qu'ils veulent mettre donc un réseau de transport public du territoire dont la source d'énergie serait le biogaz produit localement. Enfin, le cas du Conseil du territoire péninsulaire constitue également un exemple de la façon dont ces espaces de concertation permettent à la société civile d'avoir de l'incidence sur les projets et les politiques des administrations et des institutions publiques présentes sur le territoire. Il s'agit en l'espèce de 2 projets de 25 millions de dollars portés par le ministère des ouvrages publics et des transports qui ont été approuvés il y a longtemps, lesquels bénéficient principalement à un grand hôtel de plage qui se trouve sur le territoire. Le projet de bitumer une route a ainsi été modifié dans le sens où ils sont prévus de faire des pistes cyclables ainsi que des passages sûrs pour les animaux sauvages. Et le projet d'un grand port pour ferry a été conditionné à la construction d'une jetée pour les bateaux de pêche utilisés par les communautés. Pour finir, je peux vous dire que le nouveau paradigme et la nouvelle forme de gouvernance apportée par la loi du 11 mai 2012 constitue une opportunité pour les territoires ruraux de se développer d'une façon durable,
Après, il revient à chaque territoire de saisir ou non cette opportunité. Même s'il est encore trop tôt pour faire un bilan et en tirer les conséquences ou les conclusions, l'exemple montré du territoire péninsulaire semble être prometteur. Merci beaucoup.